C'est pas non plus. Oui. Mais il y en a d'autres. Il y en a pas très connus. Ce n'est pas à Dieu que j'en veux. Paris, fin d'automne. La lumière est grise. Les feuilles s'entassent sur les trottoirs et l'air sent déjà le regret. C'est dans ce climat étrange, entre la pluie et les secrets, qu'un nom éclate dans la presse comme une claque inattendue. Daniel Guichard. Non pas pour une chanson, non pas pour un retour sur scène, mais pour une trahison. Une affaire intime devenue publique, brutale, impossible à ignorer. Car derrière la voix grave et les mots tendres, il y avait un silence. Et dans ce silence, une femme, sa femme, celle qui, depuis plus de 20 ans, partageait son quotidien, ses tournées, ses doutes, ses nuits de doute et ses matins d'espoir. Elle n'a pas attendu les excuses, elle n'a pas cherché à comprendre. Ce jour-là, elle a tout lu, des messages, des rendez-vous, des aveux camouflés derrière des phrases trop douces pour n'être que professionnelles. Le nom apparaissait encore et encore, Martin Clair Jade, 27 ans. Journaliste culturel, frêle silhouette dans les couloirs des festivals, chevelure dorée, voix posée, et surtout, un sourire qui visiblement avait ouvert une brèche là où tout semblait scellé. La relation aurait commencé à l'automne 2023. À Aix-en-Provence, lors d'un événement musical où Guichard s'était rendu seul. Les témoins racontent un dîner, des rires partagés, une proximité immédiate. Ensuite, tout est allé très vite. Des allers-retours à Paris, des escapades discrètes, des téléphones sursilencieux, des absences justifiées par des enregistrements de dernière minute. Mais on ne ment jamais longtemps à une femme qui aime. L'épouse de Daniel n'a pas pleuré. Elle a regardé la vérité en face. Elle a pris ses clés, ses papiers, et elle a tourné la page, brutalement, définitivement. Ce n'était pas une scène de film, c'était la fin réelle d'une histoire. Et autour, le monde du spectacle s'est figé. Comment un homme qui a chanté la tendresse pouvait-il trahir ainsi? Était-ce un écart de vie ou une passion trop forte pour être tue? Les médias se sont emparés de l'affaire. Les rumeurs ont gonflé. Martin Clair Jade, jusque-là inconnu du grand public, devient un nom qui circule dans les dîners mondains, dans les salles de rédaction, dans les conversations chuchotées à la sortie des concerts. Mais ce qui glace dans cette histoire, ce n'est pas la différence d'âge ni la double vie. C'est l'abandon. Froid. Immédiat. Une femme évincée sans cri, une vie balayée sans bruit. Voilà ce que révèle ce scandale. Une fracture intime devenue foudre médiatique. Et Daniel Guichard, lui, garde le silence. Mais parfois, le silence en dit plus long qu'un aveu. Ce matin-là, dans le salon encore tiède d'une maison où l'amour venait de mourir, une femme referma la porte avec la lenteur des adieux irréversibles. Elle ne cria pas, ne cassa rien, n'interpella personne. Elle quitta simplement la scène comme on quitte un théâtre devenu étranger, laissant derrière elle les rideaux tirés et les souvenirs suspendus. Dans la cuisine, la bouilloire sifflait encore. Mais plus rien ne comptait. Le nom de Martin Clair Jade, désormais imprimé dans ses rétines, flottait dans l'air comme un poison diffus. Le monde extérieur l'ignorait encore, mais une digue venait de céder dans la vie du chanteur. Et lorsqu'une femme trahie s'efface en silence, le vacarme finit toujours par résonner ailleurs. Les premières fuites dans la presse ne mirent que quelques jours. Un cliché flou, pris dans une ruelle de Montmartre. 2 silhouettes, l'une masculine, reconnaissable malgré la casquette. L'autre, jeune, élancée, rieuse. Martin Clair Jade. Les réseaux sociaux s'embrasèrent. Qui était-elle vraiment? Certains prétendaient qu'elle n'était qu'une admiratrice, d'autres qu'elle préparait un documentaire sur la chanson française. Mais à mesure que les rumeurs se précisaient, les coïncidences devenaient accablantes. Depuis l'automne 2023, les apparitions de Daniel dans des événements publics se faisaient le plus rare, mais systématiquement liées à des lieux où Martin avait aussi été vu. La coïncidence devint un schéma. Le schéma, une certitude. Et au centre de cette tempête, Daniel. L'homme au cœur usé, au regard de cendre, celui qui chantait la tendresse comme on prie, se retrouvait nu face à l'opinion. Il ne nia pas. Il ne confirma pas. Il laissa faire le bruit, les titres, les suppositions. Ce silence, une fois de plus, était son refuge. Mais pour ceux qui le connaissaient vraiment, ce silence n'était pas du déni. C'était une forme de chute. Car Daniel, malgré tout ce qu'on pouvait lui reprocher, n'était pas cynique.
Il était pris entre deux vérités irréconciliables, celle d'un amour ancien, devenu usure, et celle d'un souffle nouveau, arrivé comme une lumière inattendue. Martin Clair-Jade, elle, ne fit aucune déclaration, pas une ligne, pas un mot, et ce fut peut-être cela qui troubla le plus. Dans un monde avide de réactions, elle choisit l'absence. Elle disparut de ses réseaux, refusa les invitations, évita les plateaux. Mais cette discrétion ne fit qu'attiser la curiosité. Qui est cette femme capable de faire tomber les murailles d'un chanteur forgé par la douleur et la fidélité? Certains journalistes se lancèrent dans des recherches. On découvrit qu'elle avait grandi à Annecy, qu'elle avait étudié l'histoire de l'art à Lyon, qu'elle avait travaillé dans une librairie avant de se faire une place dans les coulisses de la culture. Rien de scandaleux, rien de sensationnel, juste une femme libre, passionnée, vive. Et c'est peut-être cela qui troubla tant Daniel. Car ce n'était pas une liaison calculée, ce n'était pas un coup d'éclat de star en manque d'ivresse, c'était une faille, un élan, quelque chose qui l'avait bousculé sans prévenir. Quand il croisait Martin, il ne voyait pas la jeunesse, il voyait l'écoute, l'absence de jugement, la curiosité vraie. Elle lui posait des questions que personne ne lui posait plus depuis longtemps. Elle ne l'admirait pas. Elle le regardait. Il n'y avait ni flatterie, ni passé à défendre. Seulement deux êtres, deux solitudes qui s'étaient frôlées au bon moment ou au pire moment, selon le point de vue, mais le monde extérieur, lui, ne pardonne pas les nuances. Et très vite, les critiques tombèrent. Certains fans de la première heure crièrent à la trahison, d'autres à l'égoïsme. Comment pouvait-il briser un foyer après tant d'années, au nom d'une bonne histoire naissante? Était-ce une crise de vieillesse, un besoin de renouveau, ou un abandon pur et simple? Les débats faisaient rage dans les émissions du matin. Et pendant ce temps, Daniel se terrait dans sa maison du Sud, refusant tout contact, incapable d'écrire, de chanter, de respirer. Il regardait les photos de sa vie passée, les sourires figés, les anniversaires oubliés, les départs à l'aube. Et il comprenait, peut-être trop tard, que cette rupture n'était pas née de Martin. Elle avait été semée depuis longtemps, dans les silences accumulés, les gestes automatiques, les mots qu'on ne dit plus. Martin n'avait été qu'un miroir, un révélateur, une faille dans le décor. Pourtant, l'histoire ne s'arrêtait pas là. Car une séparation publique est une plaie qui saigne longtemps. L'ex-épouse de Daniel, malgré sa discrétion, fut harcelée par les médias. Certains voulaient l'entendre, d'autres la faire réagir. Elle resta digne. Pas un mot de trop. Seulement cette phrase, glissée à un ami, « Je n'ai pas été quitté, j'ai été oublié ». Ce fut peut-être la plus belle et la plus cruelle définition de leur rupture. Dans les mois qui suivirent, Daniel tenta de revenir sur scène. Il annonça une tournée intimiste. Des petites salles, un piano, une voix. Rien d'autre. Le public fut partagé. Certains l'applaudirent comme un phénix revenu de ses cendres. D'autres boudèrent, déçus, trahis. Mais dès les premières notes, quelque chose se produisit. Daniel ne chantait plus comme avant. Il ne cherchait plus à séduire. Il murmurait. Il racontait. Il ouvrait ses plaies sans les enrober. Et le public, même blessé, se laissa à nouveau emporter. Car au fond, on ne suit pas un artiste pour sa morale. On le suit pour sa vérité. Et cette vérité-là, crue, nue, douloureuse, Daniel la portait désormais dans chaque syllabe. Il ne parlait pas de Martin, mais on la devinait. Dans les silences entre deux couplets, dans la façon dont il fermait les yeux en chantant, dans la fragilité nouvelle de ses gestes. Il n'était plus intouchable, il n'était plus héros, il était homme, trop humain, trop seul. Martin, elle, refit surface discrètement au printemps. Un article dans une revue littéraire, signé de son nom. Elle y parlait d'intimité, de mémoire, de la beauté des choses éphémères. Aucun mot sur Daniel. Mais entre les lignes, les lecteurs attentifs comprirent. L'histoire n'avait pas été une conquête, c'était une rencontre, fugace, injuste, brûlante, et peut-être déjà terminée. Car Daniel, après la rupture avec sa femme, ne reconstruisit rien. Il ne s'installa pas avec Martin, il ne s'afficha pas. Il vécut, seul, en silence, entouré de ses souvenirs, de ses refrains, de ses regrets. Il disait parfois à ses proches que l'amour, c'est comme une chanson, ça ne dure que si on y croit encore. Et parfois, on cesse d'y croire. Aujourd'hui, Daniel Guichard est un homme qui marche lentement. Il écoute le vent plus qu'il ne parle. Il n'attend plus les projecteurs.
Il ne cherche plus l'applaudissement. Il veut juste que ses mots résonnent quelque part. Dans un cœur, dans une chambre, dans la mémoire d'un inconnu. Et dans le secret des choses, loin des scandales et des images figées, il reste une vérité douce, amère. Celle d'un homme qui a aimé trop tard, qui a blessé sans le vouloir, et qui désormais avance, fragile, mais debout. Car même les voix brisées peuvent encore chanter, les mois passèrent comme un brouillard qu'on ne peut chasser, même en pleine lumière. Dans les rues pavées de Sète où Daniel avait trouvé refuge, la mer lui parlait parfois plus que les hommes. Il passait de longues heures face à l'horizon, incapable d'écrire une seule note, mais le cœur bourdonnant de mélodies inachevées. Ce n'était plus la scène qui le hantait, ni les journaux, ni même les critiques, mais cette image fixe qu'il ne parvenait pas à effacer de sa mémoire. Le dos de sa femme quittant la maison, les épaules droites, la démarche décidée, et ce silence absolu, celui qui précède les grands départs. Elle n'avait rien dit, elle avait tout compris. Et cette forme de départ-là, sans cri, sans drame, sans larmes publiques, c'était pire que tout. C'était une condamnation sans appel, une vérité nue. Daniel n'était pas un homme mauvais, il n'avait pas menti par plaisir, il n'avait pas aimé pour blesser. Il s'était juste laissé surprendre. C'était ça, le mot exact, surpris. Comme un homme qui marche dans un couloir familier et tombe soudain dans un escalier qu'il n'avait jamais remarqué. Il n'avait pas vu venir Martin, Claire Jade. Il ne l'avait pas cherchée. Elle n'était pas un caprice, ni une distraction. Elle était entrée dans sa vie comme entre deux notes, un souffle imprévu, mais juste. Et cette justesse, c'était bien ce qui le torturait. Parce que dans ce regard-là, dans cette voix calme, il avait senti quelque chose qu'il n'avait plus rencontré depuis très longtemps. Une forme d'accueil, pas une adoration, pas une illusion, juste une présence, entière, disponible, réelle. Martin, de son côté, vivait cette période comme on traverse une tempête en silence. Elle avait conscience de la violence du battage médiatique, de la méfiance qu'elle inspirait. On la traitait de voleuse de vie, de briseuse de couple, de femme ambitieuse et calculatrice. Mais ceux qui prenaient le temps de la connaître, même brièvement, voyaient autre chose. Une femme lucide, intranquille, qui n'avait jamais voulu cette histoire-là, qui n'avait jamais pensé qu'un regard échangé au détour d'un festival allait bouleverser à ce point son existence. Elle n'avait rien prémédité. Et pourtant, elle s'était retrouvée plongée dans une histoire bien plus grande qu'elle. Il y avait eu ce soir-là, en septembre 2023, à Aix-en-Provence, cette discussion volée au milieu du tumulte, autour d'un verre de vin blanc et d'un vieux piano désaccordé. Elle parlait de Barbara, lui évoquait Léo Ferré. Il riait du silence des artistes quand ils ne sont plus sur scène. Et dans ce rire-là, quelque chose avait glissé. Un fil invisible, mais solide. L'histoire avait commencé comme un secret doux, une parenthèse, et s'était transformée sans qu'aucun des deux n'ose le dire. Martin savait très bien qu'il n'était pas libre. Elle ne s'en était pas vantée. Elle n'avait pas cherché à prendre une place. Elle avait juste été là, à un moment où lui-même ne savait plus qui il était. Puis le scandale a éclaté. Et l'amour, ou ce qu'il restait de cet élan si pur, a vacillé sous le poids des regards. Dans la presse, on la caricaturait. Dans les rues, on la dévisageait. Dans ses mails, les insultes pleuvaient. Pourtant, elle ne répondit jamais. Pas une interview. Pas une justification. Elle se réfugia dans l'écriture. Elle noircissait des carnets entiers de réflexions, de doutes, de souvenirs. Elle écrivait pour ne pas hurler, pour ne pas fuir. Car en elle aussi, quelque chose s'était brisé. Elle avait découvert un homme, pas un chanteur. Un être rempli de blessures anciennes, de silences non dits, de pudeurs maladives. Il y avait chez Daniel une douleur qui lui collait à la peau, qui n'avait rien à voir avec elle, ni même avec sa femme. C'était une douleur d'enfance, de solitude, de deuil jamais digéré. Et c'est peut-être cela qui l'avait touché, bouleversé. Pas l'artiste, mais l'homme, fragile, instable, incapable d'aimer autrement qu'avec excès. Quand l'hiver arriva, chacun s'enfonça dans son propre silence. Daniel ne reprit pas la tournée qu'il avait annoncée. Il décommandait les dates les unes après les autres, sans explication. Certains pensaient à un burn-out, d'autres à une maladie, mais ceux qui le connaissaient vraiment savaient qu'il s'agissait d'autre chose, un effondrement intérieur, un vertige. Il avait perdu l'équilibre entre la scène et la vie, entre l'homme public et l'homme intime.
et il n'avait plus la force de jouer à être entier. Alors il marchait, seul, dans les rues de Sète, le col relevé, les pensées noires. Il évitait les gens. Il ne répondait plus aux messages. Il s'enfermait avec ses vinyles, ses vieux manuscrits, ses souvenirs. Et parfois, il relisait les lettres de Martin. Car oui, elle lui écrivait encore, pas pour le faire revenir, pas pour lui dire « je t'aime », mais pour lui raconter la mer, un film qu'elle avait vu, une pensée du matin. C'était comme ça qu'il communiquait désormais, à distance, sans promesse, mais avec tendresse. Et cette tendresse-là, discrète, silencieuse, presque effacée, était peut-être la seule chose qui lui restait. Pendant ce temps, l'ex-femme de Daniel reconstruisait doucement sa vie, loin des projecteurs. Elle avait déménagé près de Montpellier, retrouvait d'anciennes amies, reprenait des cours de yoga, réapprenait à respirer seule. Elle ne parlait jamais de lui. Elle avait choisi le silence comme une élégance. Mais il y avait des jours, bien sûr, où la douleur revenait, comme une vague sourde, non pas à cause de la trahison, mais à cause du vide. Le vide d'un amour éteint, d'un projet de vie balayé, d'un homme qu'on avait aimé jusqu'au bout, même dans son absence. Au printemps suivant, Daniel donna un concert surprise dans une petite salle de province. Peu de gens étaient au courant. 100 de personnes. Pas de publicité, pas de caméra, juste un piano, un tabouret. Et lui. Il monta sur scène, tremblant, vieilli, amaigri. Et il chanta. Mais cette fois, il ne chanta pas pour plaire. Il chanta pour survivre. Chaque mot était une confession. Chaque note, un pardon. Et dans le public, certains pleuraient. Pas parce qu'ils comprenaient tout, mais parce qu'ils ressentaient tout. Ce soir-là, Daniel Guichard n'était plus une star. Il était un homme debout au bord du gouffre et qui choisissait quand même de chanter, malgré tout, pour continuer à vivre. Ce concert improvisé dans une petite salle du Gard, loin du faste des années Olympia, n'avait pas pour ambition de relancer une carrière, ni même de répondre à l'attente d'un public. Il n'était que le reflet d'un besoin vital, celui de respirer à nouveau, en se tenant debout, face à soi-même, de renouer avec cette vérité brute qui avait toujours fait de Daniel Guichard plus qu'un chanteur, un homme en équilibre entre tendresse et fêlure. Ce soir-là, il n'y avait pas de lumière éclatante, pas d'entrée spectaculaire, seulement cette voix reconnaissable entre mille, plus grave, plus lente, comme lestée par les mois de silence. Il entama sans mots d'introduction un vieux titre oublié, une chanson écrite pour sa mère dans les années 80, jamais enregistrée, que seuls les plus fidèles connaissaient. Les premiers accords étaient tremblants, mais dès que les mots s'élevèrent, tout devint d'une justesse implacable. Chaque spectateur dans la salle sentit que ce n'était pas un retour, c'était une offrande, une manière de dire « je suis encore là », cabossé, épuisé, mais entier. Et dans ce moment suspendu, il y avait quelque chose de miraculeux, une réconciliation possible, pas avec le passé, mais avec le présent. Martin Clerjade n'était pas dans la salle ce soir-là. Elle l'avait su bien sûr, car il lui avait envoyé un message quelques heures avant de monter sur scène. Juste 3 mots. « Je vais chanter ». Elle avait lu ce message dans le petit appartement où elle vivait désormais, au cœur de Marseille, non loin du Vieux-Port. Elle ne répondit pas. Pas parce qu'elle ne voulait pas, mais parce qu'elle savait qu'il fallait qu'il le fasse seul, qu'il aille au bout de cette solitude-là pour pouvoir la traverser. Elle alluma pourtant la radio locale sur Internet, au cas où. Et à 21h07, quand les premières notes furent audibles à travers une retransmission improvisée, elle ferma les yeux, posa son stylo et écouta. Longtemps. Elle n'était pas nostalgique. Elle n'était pas en attente. Elle était simplement présente. Et dans son silence, il y avait plus de fidélité que dans 1000 discours. Pendant les jours qui suivirent ce concert, les réseaux commencèrent doucement à bruisser. Quelques vidéos captées par des spectateurs émergèrent sur TikTok et Instagram. Des extraits flous, mais bouleversants. L'émotion y était brute, à fleur de peau. Certains redécouvraient Daniel Guichard. D'autres le comprenaient enfin. Loin des clichés, loin des polémiques, il apparaissait comme un homme fatigué d'avoir dû toujours porter un masque de force. Un homme qui demandait simplement à ce qu'on l'écoute sans le juger. Cette vague d'émotions fut inattendue. Et dans les couloirs feutrés des maisons de disques, on commença à chuchoter. Peut-être était-il temps de lui proposer un album acoustique, un format intimiste à son image.
On parlait d'un projet centré autour de ses carnets personnels, de ses textes jamais chantés. Daniel n'en voulait pas. Pas tout de suite. Il n'était pas prêt. Mais il enregistra tout de même quelques maquettes chez lui, juste pour lui, pour voir si les mots avaient encore un goût de vérité sur sa langue. De son côté, Martin poursuivait sa reconstruction. Elle écrivit un essai, publié sous un pseudonyme, sur les liaisons impossibles. Ce n'était pas un règlement de compte, ni une confession. C'était un voyage intérieur, une tentative de comprendre pourquoi certaines rencontres arrivent à contresens, et pourquoi elles laissent malgré tout une trace indélébile. L'ouvrage, discret, trouva un public fidèle. Il fut salué pour sa sensibilité, sa finesse, et cette pudeur rare à l'époque, des confessions criées sur les toits. Certaines critiques évoquèrent une maturité étonnante pour une si jeune plume. D'autres y lurent une lettre d'adieu déguisée. Daniel le lut bien sûr. Et il comprit que Martin ne lui appartenait pas, qu'elle ne lui avait jamais appartenu. Elle avait été un instant de lumière, un miroir, une étincelle. Mais l'amour, le vrai, ne s'enferme pas. Il traverse, il transforme, puis il s'en va. Et parfois, il ne revient plus. Un jour de juin, plusieurs mois après le scandale, Daniel reçut une lettre manuscrite. Ce n'était pas de Martin, c'était de son ex-femme. Une enveloppe blanche, sans adresse de retour. À l'intérieur, 3 lignes. Tu as fait mal. Mais je n'oublierai jamais que tu as aussi aimé. C'était tout. Pas de signature. Mais il reconnut l'écriture. Il pleura ce jour-là. Longtemps. Et pour la première fois depuis le départ de Martin, depuis le concert, depuis la nuit où tout avait explosé, il écrivit une chanson. Elle s'appelait Sobrement. Pas de refrain. Juste des images, des souvenirs, des absences, des gestes oubliés. Il l'enregistra seul, chez lui, avec un micro bon marché et une guitare abîmée. Et il l'a mis en ligne, sans label, sans promotion, sans ambition. En quelques jours, des milliers de personnes l'écoutèrent. Et tous disaient la même chose. Ce n'était pas une chanson, c'était un pardon. L'été suivant, il reprit la route. Pas une tournée, juste des étapes, des haltes, des lieux qui lui ressemblaient, des bibliothèques, des petits théâtres, des festivals de province. Il chantait peu, mais il parlait, il racontait, il lisait ses textes, et le public venait. Pas pour voir une légende, mais pour rencontrer un homme qui disait ses erreurs, qui acceptait ses chutes, qui ne se battait plus contre son âge ni contre les murmures. Il avait fait la paix avec l'idée qu'on ne contrôle pas le regard des autres, qu'on ne contrôle que ce qu'on choisit d'aimer. Un jour, dans une petite salle du Périgord, après une lecture intime, une jeune femme vint le voir en coulisses. Elle avait les cheveux noirs, les yeux fatigués, mais le sourire franc. Elle lui tendit un livre, c'était celui de Martin, sous pseudonyme. Elle lui dit simplement merci. Merci d'avoir chanté, même quand vous n'aviez plus la force. Il ne répondit rien. Il serra le livre contre lui. Et il comprit. Son histoire avec Martin n'avait pas été vaine. Elle avait permis d'éveiller d'autres cœurs, de réveiller des silences, d'ouvrir des blessures qu'on croyait fermées. Daniel Guichard, aujourd'hui, n'a plus besoin d'exister sous les projecteurs. Il vit à sa mesure. Il prend le temps. Il cultive un jardin. Il cuisine. Il lit beaucoup. Il écoute les gens. Il répond parfois à des lettres, et quand il chante, c'est rarement prévu, mais toujours sincère. Certains le croisent au marché, le reconnaissent à peine, il sourit. Parfois, il s'arrête, il fredonne un air. Et ceux qui l'entendent savent que ce n'est pas seulement une chanson, c'est une trace de vie, une façon de dire qu'on peut tomber, aimer, perdre, regretter, recommencer et rester debout malgré tout. Martin, elle, vit toujours à Marseille. Elle a publié un 2e livre. Elle ne parle jamais de Daniel. Mais dans une interview accordée à un petit média local, elle a dit ceci. Il y a des rencontres qui ne durent pas. Et pourtant, elle change tout. Je n'ai jamais voulu être une page, mais j'ai été une virgule. Et ça me suffit. Le scandale s'est éteint. Comme tous les scandales. Le bruit est passé. Mais la musique, elle, est restée. Et dans cette musique, il y a encore la trace d'une femme partie, d'un amour perdu, d'un homme qui a choisi de vivre plutôt que de fuir. Daniel Guichard, aujourd'hui, n'a plus besoin de chanter pour être entendu. Il lui suffit d'être là, simplement là, authentique, humain. Et si cette histoire vous a touché, si vous avez vibré avec les silences de Daniel, les choix de Martin et les éclats d'humanité entre les lignes,
Alors abonnez-vous à cette chaîne car ici, nous racontons ce que les projecteurs ne montrent jamais des vies vraies. Des destins bouleversants et des secrets de cœur que seule la voix peut révéler. Activez la cloche pour ne rien manquer car chaque histoire mérite d'être entendue et partagée. Merci d'avoir été là, à bientôt pour un nouveau récit.